Lundi 9 avril 2020, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Lutte contre le Covid-19 avec le lancement ce jeudi d'une vaste opération de désinfection des marchés de la capitale. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a lancé la campagne. Au sommaire encore, comment barrer la route aux fausses rumeurs à cette période d'urgence sanitaire. Les scientifiques s'expriment et mettent en garde contre certaines pratiques comme le recours à la pharmacopée. Nouvelle Assemblée nationale, les femmes seront-elles moins nombreuses à l'hémicycle comparé à l'équipe sortante qui comptait 26 femmes députées. Les précisions dans cette édition avec Makeme Dozo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur un décret du chef de l'État. Décret dès 2020 numéro 077 PRG SGG portant prorogation de l'état d'urgence. Le président de la République, vu la Constitution décrète, article 1er, l'état d'urgence instauré le 30 mars 2020, du 27 mars au 9 avril 2020, est prorogé pour une durée de 21 jours reconductible conformément aux dispositions constitutionnelles. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 9 avril 2020, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Le président de la République en première ligne dans la lutte contre le Covid-19, professeur Alpha Condé, exhorte les différents acteurs de la santé à une synergie d'action et appelle les populations au respect des consignes sanitaires. Il était ce matin dans la commune de Kalom pour voir et apprécier les dispositions sanitaires mises en place pour prévenir le coronavirus. Sanassi Keita revient sur les temps forts de cette visite. 1 mètre de distance entre vous. Vous me l'avez regroupé. Vous m'avez amené. On va deux jours de film. Armara, nous sommes le minimum. Nous sommes le minimum au compte. Nous sommes le minimum. La commune de Kaloum, centre administratif de la capitale Conakry. Le président de la République est dans les rues. Objectif, voir les dispositions sanitaires mises en place pour la lutte contre le Covid-19 en Guinée. Et s'ils se lavent les mains, et s'il n'y a pas de regroupement, et s'il y a un mètre entre eux. Je leur ai dit, ils ont vu ce qui se passe en France, en Espagne et en Italie. Est-ce qu'ils veulent ça en Guinée? Non, pour ça, s'ils ne veulent pas ça, il faut qu'ils occupent les médecins, ce que les médecins disent. Qu'ils se lavent les mains plusieurs fois par jour et qu'ils ne se collent pas, et qu'il n'y ait pas de regroupement, qu'il y ait un mètre entre eux. Et ceux qui peuvent acheter le mentholatum, qu'ils aient le mentholatum pour mettre dans le nez. Ensuite, boire souvent de l'eau chaude. Partout dans les rues de cette commune, le président Alpha Condé avait un message bien clair à l'endroit de la population. Visiblement, le président de la République s'est dit satisfait de voir la population elle-même prendre les dispositions nécessaires pour stopper cette pandémie en Guinée. Il y a de l'eau chaude. On a dit, mettre si les malades, ça va te venir. Est-ce que vous avez bien compris? Là, vous êtes trop serré. C'est sur cette note d'espoir de voir la population guinéenne appliquer rigoureusement les gestes barrières que le chef de l'État s'est retourné au palais présidentiel de Sékou Touré. Le président de la République sur le front de lutte contre le coronavirus. Dans le même registre, le Premier ministre chef du gouvernement était ce matin sur le terrain pour le lancement d'une vaste campagne de désinfection des marchés publics des 5 communes de Conakry. Le but est d'atténuer la propagation du Covid-19. C'est une initiative de l'ANIES, entendez, Agence nationale d'inclusion économique et sociale. Hadi Kamara, le reportage. Lancement ici au marché Niger, dans la commune de Kaloum, des activités de désinfection de tous les marchés de la capitale Conakry.
C'est une initiative du gouvernement guinéen sous le leadership du professeur Alpha Condé, président de la République. L'objectif est d'assurer les conditions d'hygiène de nos marchés, surtout quand on sait que ces milieux grouilles du monde venus de toutes les communes de la capitale. La présente cérémonie marque le point de départ. Elle est destinée à désinfecter tous les marchés de Conakry. Pour l'heure, comme nous le savons, le centre de l'épidémie, Dieu merci, c'est encore Conakry. Il y a un ou deux cas signalés à l'intérieur, mais très vite circonscrits. Donc tout doit être fait pour mettre les lieux de regroupement qui ne sont pas encore confinés, tels que les marchés publics, dans des conditions d'hygiène et de désinfection pour nous prémunir contre la contagion communautaire. C'est en cela que l'ANIES, l'Agence nationale d'inclusion, les équipes de Mme Sanaba et sous sa supervision commence cette opération cet après-midi. C'est cela les directives du président de la République pour qu'on accélère la protection de Conakry et garantisse la victoire de la Guinée sur ce virus vicieux et pernicieux. Plus de 60 volontaires sont déployés sur le terrain afin de sensibiliser et désinfecter les marchés. Ils sont recrutés par une ONG de la place dénommée Tenkiso. L'objectif, c'est de pouvoir atténuer, si vous voulez, la propagation du virus. Et vu que le marché, c'est un lieu de regroupement de tout le monde, et alors qu'il y a des porteurs sains, donc on s'est dit qu'à travers les tours, à travers les crachats, à travers les surfaces, on peut atténuer à ce que le virus ne puisse se propager. Tenkiso évolue dans le cadre de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. On a déclenché la désinfection depuis il y a cela 2 ans. Mais un certain nombre de services n'y voyaient pas un intérêt parce que, vous savez, le respect des règles d'hygiène constitue un sérieux problème pour les ménages en Guinée, malgré qu'on ait connu l'épidémie d'Ebola. Sinon, aujourd'hui, l'ensemble des mesures édictées par les professionnels de santé, ce sont des règles basiques, le lavage des mains au savon, le nettoyage de l'environnement. Donc, nous avons été retenus parce qu'il y a d'abord l'expertise, mais il y a aussi un certain savoir-faire. L'Agence nationale d'inclusion économique et sociale a mis à disposition un montant de 439 milliards de francs guinéens en vue de mener à bien cette opération de désinfection de nos marchés et la distribution des kits. Et une partie de ce montant sera destinée à 240 familles vulnérables en Guinée. Dans l'actualité encore, le Covid-19 continue sa propagation à Conakry. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a enregistré 30 nouveaux cas ce jeudi, ce qui porte à 164 cas positifs, 11 guéris et 0 décès. Sur le terrain, le personnel soignant est à l'œuvre pour briser la chaîne de contamination. Dans le plan de riposte économique et sociale du gouvernement, la santé est l'une des composantes clés. Un montant de 563 milliards de francs guinéens est annoncé dans le cadre du renforcement de la surveillance et de la prise en charge des malades. Adiatou Bari fait le point. Dans la composante sanitaire du plan de riposte économique et sociale du gouvernement, 563 milliards de francs guinéens sont destinés à 2 domaines spécifiques. Il s'agit de la surveillance épidémiologique et la prise en charge des patients diagnostiqués positifs au coronavirus. Au niveau de la prise en charge, l'Agence nationale de sécurité sanitaire fait déjà des prévisions pour augmenter les centres de prise en charge épidémiologique en vue de faire face au nombre de cas confirmés qui progresse chaque jour. Par rapport à la ville de Conakry, nous avons prévu déjà 2 sites d'implantation pour les cas de Covid. Donc il y aura un site à Nongo et un autre site à Anta-Nord, à la périphérie de Conakry. Nous voulons réactiver le site de l'ancien centre de traitement Ebola de Koya, où nous avons déjà la plateforme. On va prévoir au moins une centaine de lits et ils ont commandé au moins 200 respirateurs que je pense qu'ils vont venir très prochainement.
Et toutes nos régions, là où je vous ai dit qu'il y aura des centres de traitement épidémiologique, vont être équipés en respirateurs. C'est un montant qui est très salutaire pour la contribution de l'État, mais qui va être appuyé par le financement des partenaires. Dans ce montant, il est aussi prévu la décentralisation des sites de dépistage et même l'installation des laboratoires d'analyse de biologie moléculaire dans certaines régions administratives du pays. Objectif, favoriser la détection précoce de la maladie infectieuse chez les cas suspects déjà suivis dans certaines préfectures qui ont déjà notifié des cas confirmés. On a même prévu un laboratoire d'analyse à Zérekouré, Kankan, Labé et Bokeh. Parce que Kindia en a déjà, c'est Kindia qui appuie Conakry dans cette test. Hier même, j'ai envoyé 300 échantillons à Kindia. Ces lieux peuvent nous servir même de désengorgement de Conakry parce qu'il y a beaucoup d'engouement pour les tests. Rien ne m'empêchera de prendre les tests effectués à Conakry et envoyer à Bokeh et même à Labé pour aider Conakry, qui a près de 1000 échantillons qui n'étaient pas analysés. Le renforcement du dispositif de surveillance épidémiologique est le deuxième domaine concerné par les 563 milliards de francs guinéens annoncés dans le plan de riposte économique et sociale du gouvernement. Sur les 3000 points d'entrée du pays, seulement 44 sont pour l'instant choisis pour une surveillance renforcée. On a choisi 44 qui drainent les 90% de nos échanges avec l'extérieur. Donc par rapport à ces points d'entrée, on a déjà réactivé notre système de contrôle. Il y a deux activités majeures. La première, c'est d'abord prendre la température pour voir s'il n'y a pas de cas suspects parmi les passagers. Donc ces points d'entrée ont des posters pour montrer les gestes de porter le masque ou se couvrir la bouche ou toucher dans le creux du coude ou se maintenir à une distance d'1 mètre lors des conversations. L'autre besoin identifié par l'Agence nationale de sécurité sanitaire est l'augmentation des moyens logistiques. Un lot de 100 véhicules et ambulances sont déjà commandés par l'institution. Des engins pour faciliter la mobilité des équipes de surveillance à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Avec la mise à disposition de ce montant, l'Agence nationale de sécurité sanitaire entend gagner le pari de réduction de la chaîne de transmission de la maladie dans le pays. Ce soir, nous poursuivons le décryptage du discours du Premier ministre chef du gouvernement relatif au plan de riposte contre le coronavirus. Dans ce plan, le gouvernement annonce la gratuité des factures d'eau et d'électricité pour 3 mois. La SEG se félicite des dispositions prises par l'État guinéen et la population bénéficiaire apprécie la mesure. Valérie Talimanet. Les mois d'avril, mai et juin sont des mois de grâce pour les consommateurs domestiques de l'eau en Guinée. Cette catégorie d'abonnés concernés par la dite mesure est aussi appelée abonné social. Celle-ci sera au repos pour le paiement des factures d'eau durant ce trimestre. Je payais avant 100 et quelques mille. Avec l'idée du Premier ministre, ça me permettra d'économiser mon argent. Je conseille à la SEG, surtout à la SEG, de ne pas couper l'eau. Parce que le Premier ministre a dit de ne pas payer l'eau pendant 3 mois. De ne pas couper l'eau pendant les 3 mois là. Je dirais aussi à la population de faire beaucoup attention, de ne pas gaspiller l'eau. Comme on dit, de ne pas payer, de ne pas gaspiller aussi l'eau. À la direction générale de la Société des eaux de Guinée, des travaux techniques journaliers sont menés pour faciliter l'exécution de la mesure gouvernementale. Même si la mesure est saluée, le seul hic, le non-paiement des factures au compte des mois déjà consommés par certains citoyens. C'est très bien sur ce plan que les populations bénéficient de cette grâce du gouvernement. Mais nous avons un souci seulement par rapport à ça, c'est que dans le discours de M. le Premier ministre, il a été clairement dit que les factures d'eau de avril à juin 2020. Et très malheureusement, ça n'a pas été compris comme ça par les abonnés. C'est ce qui fait qu'à date, nos factures de janvier et février qui étaient en cours de paiement ne se payent plus.
Pour pallier ce déficit de communication, une campagne d'information est projetée pour mieux expliquer aux abonnés le contenu de ce plan de riposte initié par l'État. Je voudrais tout simplement préciser qu'au niveau des abonnés, nous avons 3 grands groupes d'abonnés. Il y a les abonnés de l'administration, il y a les abonnés qu'on appelle les gros consommateurs et il y a les abonnés privés. Au niveau des abonnés privés se trouve cette catégorie qu'on appelle des particuliers. Et ce sont des particuliers qui sont concernés par le tarif social dont le PM a fait allusion. Nous nous sommes dit que nous allons axer notre intervention sur la sensibilisation de la population. Qu'ils comprennent que la facturation, vous l'aviez dit, est bimestrielle à leur niveau. Ça veut dire qu'on fait les factures chaque 2 mois. Il faut que les 2 parties, c'est-à-dire que la SEG et les abonnés, comprennent le bien fondé de cette décision et chacun de son côté accomplisse vraiment sa mission. Les clients concernés par cette mesure représentent 92% de la clientèle selon la direction générale de la SEG. Durant l'exécution de cette mesure, la SEG doit poursuivre la fourniture régulière de l'eau. Appui au comité interministériel de lutte contre le Covid-19. 2 structures viennent d'apporter leur contribution au fonds Covid. Il s'agit de 2 milliards de la part de l'Association professionnelle des banques du Guinée et 1 milliard offert par Kamsar Petroleum. Le point avec Ousmane Bengoa. Dans le cadre du plan de riposte Covid-19, le gouvernement guinéen vient de bénéficier de l'attention de 2 entreprises de la place. Il s'agit de l'Association professionnelle des banques de Guinée et de Kamsar Petroleum. Ce chèque de 2 milliards de francs guinéens est de l'Association professionnelle des banques de Guinée. Cet autre d'1 milliard de francs guinéens est de Kamsar Petroleum. Vous savez, en temps de guerre, chacun doit de façon individuelle et de façon collective apporter sa petite contribution à l'effort de guerre. Donc l'Association professionnelle des établissements de crédit de Guinée a décidé de façon collective d'apporter une contribution de 2 milliards de francs guinéens dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Il est bien entendu que c'est une contribution collective. Cela n'exclut pas des contributions individuelles qui pourront être également apportées en temps opportun par les différentes banques de la République de Guinée. Dû à l'appel du plan riposte que le gouvernement guinéen a dû mettre en place à travers le premier ministre chef du gouvernement, nous avons essayé de mettre les moyens en mettant à disposition du gouvernement guinéen un chèque de 1 milliard de francs guinéens au compte de notre modeste contribution pour le plan riposte contre le Covid-19. Ce geste vient appuyer les autorités sanitaires du pays dans la lutte contre le Covid-19. Un compte a été ouvert à la Banque centrale pour recueillir toutes les contributions dont le gouvernement va bénéficier pour assurer de façon efficace la riposte contre cette pandémie. Vous savez, la lutte contre le Covid-19 est une lutte très difficile parce que c'est une maladie silencieuse. C'est pourquoi nous devons nous donner tous les moyens pour freiner sa propagation. Pour gagner le pari contre cet ennemi invisible qui secoue le monde depuis des mois, le gouvernement guinéen invite les populations au respect des mesures de prévention édictées par les professionnels de la santé.
Le Covid-19, c'est aussi des rumeurs sur des possibles traitements. Au-delà des recommandations des médecins, de nombreux citoyens font recours à certains versets coraniques ou encore des recettes de la pharmacopée, une situation qui préoccupe les scientifiques. Le grand format de ce soir, signé Alpha Isiagaba. Les rumeurs sur la prévention et le traitement du coronavirus sont de plus en plus nombreuses dans la cité. La plus commentée porte sur la possibilité de trouver un sourcil protecteur sur une page du Saint-Coran. Une thèse soutenue par de nombreux fidèles. En temps au lieu de Conakry, quelques adeptes ont tenté de nous convaincre. On a envoyé les Corans ici, sur place. On en a envoyé, on a fouillé. On a retrouvé 8 cheveux dans 8 Corans. Et dans l'ensemble, nous avons perdu 3. J'ai pu récupérer les 5 autres que j'ai gardés dans des papiers rames. On me dit qu'il faut diluer dans l'eau, se laver avec, boire avec toute la famille, que ça peut servir de médicament. Face à ces convaincus, cet éducateur met en garde contre toute forme d'interprétation des textes sacrés. Ça existe absolument dans le Coran, selon ce que vous avez dit, dire que vous pouvez ouvrir le Coran et trouver, je ne sais pas, des cheveux sur la sourate Al-Baqarah qui vont vous guérir d'une telle ou telle maladie ou d'une maladie plus précisément. L'islam, en fait, c'est une religion rationnelle. Qu'est-ce que je veux dire par rationnel? C'est une religion qui se base sur la logique. Il y a ces genres d'invocations qui nous aident, qui sont considérées comme une prévention contre toutes sortes de mal, mais ces invocations doivent tirer leur source du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux invocations, aux histoires qui sont inventées par-ci, par-là, je pense bien que si nous écoutons toutes sortes de révélations, depuis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, on aurait dû avoir des dizaines de milliers de religions. Au-delà de ces religieux, un troisième groupe se dégage, celui de l'automédication aux recettes de la pharmacopée locale. Au quartier Nongo, commune de Ratoma, Elhadji Fofana use de l'infusion pour protéger sa famille et ses proches. On a entendu quand on mélange le feuille de, comment on appelle ça, le feuille de cassia avec le feuille de avocat et au moins 14 citrons avec les jam-jam et beaucoup de l'ail avec les arbres comme ça, communément, je ne peux pas donner le nom là en français, mais chez nous ici on l'appelle baram-baram. Ça peut soigner le coronavirus. C'est ça qu'on entendait, ça peut soigner le coronavirus. Ça, on entendait ça, que ça c'est un médicament qui peut soigner. Moi et ma famille, tous, alors, on entend de préparer au même dans le congélateur, bien fait. Comme vous m'avez vu boire tout de suite là, donc on boit avec nos familles, alhamdoulilah rabbil alamina. Toujours sur la guérison du Covid-19, les rumeurs se développent aussi sur les réseaux sociaux. Cette vidéo par exemple est l'une des plus vues depuis quelques jours. On aura besoin d'une serviette, d'un petit seau et un matelas tonne chat. Vous devez également prendre de l'eau très chaude. Vous voyez, ça bout parfaitement, donc de l'eau bouillante. Je renverse dans le seau ça ou les cristaux de menthe. Les cristaux de menthe tout petits. Ça, je vais vous montrer la quantité. C'est dans l'eau. Et ce que vous devez faire, c'est ouvrir la serviette comme ça et vous faites ceci. Donc vous aspirez et vous expirez. Donc tout le monde peut faire cela, peu importe la couleur de peau, peu importe la race, peu importe qui nous sommes, tout le monde peut faire, c'est pour sauver des vies. En attendant tout remède certifié contre le Covid-19, les médecins appellent à la raison. On voit beaucoup de choses, beaucoup d'écrits sur les réseaux sociaux. Il faut faire très attention, parce que c'est ce qui s'est passé au moment d'Ebola. On a raconté beaucoup de choses, et en ce sens que l'ignorance a tué plus que Ebola même. Et il ne faut pas que nous soyons dans la même situation. Essayons de faire vraiment de la clairvoyance et comprendre
que c'est une réalité, c'est un problème qui assaille tout le monde entier. Donc ce n'est pas la Guinée qui va vraiment être en marge de cette menace. Donc essayons d'être respectueux des consignes données et les mettre en application. À chaque moment de crise, ces rumeurs, un fait de société face à des incompréhensions, pensent ces psychologues. Les rumeurs, c'est pour déformer un peu la vérité, pour ne pas être en face de la mort. Regardez là, coronavirus. Coronavirus, ça amène vers la mort. Mais tout le monde ne veut pas entendre parler de la mort. On veut bien entendre parler d'autres choses, mais pas la mort. Les gens préfèrent dire ça n'existe pas pour conjurer le fait que s'ils admettent eux-mêmes que ça existe, ça peut les amener vers la mort. Donc ils se défendent, tout le monde se défend contre la mort. Alors, mais je pense que pour que ces rumeurs-là partent, il faut que tout le monde soit rassuré. Pour rassurer les gens, il faut des vraies informations. L'un ne nie les révélations religieuses, mais farouchement contre ceux qui sèment le doute dans l'esprit des populations, encore portant des fausses rumeurs, les médecins et autres scientifiques exhortent les citoyens à privilégier l'avis des experts, surtout en respectant les mesures d'urgence sanitaire face à une maladie réelle et dangereuse. Voilà, les fausses rumeurs qui s'emparent de la population et qui parlent du traitement du coronavirus. À propos, nous recevons en direct dans ce journal le directeur général de l'Institut national de la santé publique, professeur Abdoulaye Touré. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle est votre réaction face aux croyances thérapeutiques annoncées dans le reportage de Alpha Isiaga? Bon, les croyances qui sont présentées ici, on va dire, elles ne sont pas nouvelles. Elles reviennent à chaque fois qu'il y a une épidémie. Et pour cette épidémie qui est en cours, nous avons bien constaté qu'au début, avant qu'il n'y ait les premiers cas en Afrique, alors qu'elle faisait beaucoup de victimes dans les pays asiatiques et européens, on nous faisait croire que ça ne pouvait pas toucher les Noirs et que les Noirs étaient épargnés. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Et de la même façon que cette croyance n'est pas vraie, et les autres aussi peuvent également l'être. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que quand on constate qu'on a des signes, c'est d'aller vers des structures de soins. Parce que les infusions qui sont présentées et ainsi de suite, bon, c'est lié au fait que les gens, certains ont probablement pensé que, comme ils ont appris plutôt à travers les médias ou d'autres canaux de communication, que le virus ne résiste pas beaucoup à la chaleur, les gens se disent, bon, je prends une tisane un peu chaude et ainsi de suite, mais la température qui tue le virus ne peut pas être supportée directement par l'organisme. Est-ce que justement les personnes qui utilisent souvent ces décoctions, est-ce qu'ils ne seront pas exposés à des problèmes de santé? Non seulement ils peuvent être exposés à des problèmes de santé liés probablement à une intoxication liée à l'utilisation abusive de ces produits, de ces décoctions, mais aussi le risque c'est que si ces gens-là attrapent la maladie, ils risquent d'aller vers des structures de soins tardivement. Donc ce qui est très grave dans ce cas, c'est le diagnostic tardif qui aura pour conséquence les complications de la maladie. Donc c'est extrêmement dangereux. Je pense que ce qui est aujourd'hui important et ce qui fait l'unanimité partout dans le monde, nous ne sommes pas particuliers, nous sommes comme les autres pays du monde. Tout le monde utilise les méthodes conventionnelles, c'est d'aller vers les structures de soins. Il ne faut pas traîner, il ne faut pas prendre des antipyrétiques, bien que naturels, j'entends parler de l'acacia et d'autres. Oui. Il ne faut pas s'adonner à ces produits-là pour ne pas qu'on soit dépisté tardivement, et le dépistage tardif peut avoir des conséquences très fatales. Justement, docteur, est-ce que le coronavirus a un traitement spécifique de nos jours? On ne dira pas un traitement spécifique, parce que quand vous dites traitement spécifique, ça veut dire qu'il y a une molécule qui est spécifiquement efficace contre ce virus. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. Oui. La première chose, c'est que dans des populations surtout relativement jeunes comme les pays africains, il y a plus de 80% des gens qui peuvent guérir de leur maladie. L'organisme peut réussir à se débarrasser du virus
sans beaucoup d'efforts de la part des médecins. Oui, nous avons constaté en Guinée, aujourd'hui il y a 11 cas guéris. Nous avons 11 cas. Au Sénégal, il y a 53. Exactement. Exactement. C'est pour dire que il y a beaucoup de cas de guérison et l'autre chose, ce que je disais également, ce qui est important en termes de prise en charge, c'est pas bien qu'il n'y a pas de molécules dédiées à cette maladie, mais lorsqu'on va dans les structures de soins et que les autres facteurs, les autres comorbidités sont suffisamment prises en charge, autrement dit, quelqu'un qui est hypertendu ou qui est diabétique ou qui a l'asthme ou qui a d'autres pathologies, lorsque ces pathologies sont correctement prises en charge, plus les signes cliniques, les signes de la maladie elle-même, le patient a beaucoup de chances de sortir vivant et on le constate à travers les chiffres des patients qui sont hospitalisés à ce jour. 11 sont sortis vivants, nous avons 0 décès. Mais là, le coronavirus crée aussi assez de psychoses. Si vous constatez, les effets sont énormes. Oui, ça crée de la psychose et ce n'est pas nouveau. D'ailleurs, l'OMS l'a rappelé, hein, le directeur général de l'OMS l'a rappelé il n'y a pas très longtemps, pour dire qu'en pareille épidémie, il faut faire attention à deux choses. C'est la peur, ce sont les rumeurs et la stigmatisation. Et cette peur-là, ça entraîne une forme de psychose et c'est vraiment l'ennemi d'une épidémie. Parce que quand il y a la psychose au sein de la population, finalement, c'est une mauvaise adhésion de la population aux recommandations du ministère de la Santé et les conséquences vont être supportées par tout le monde. Une dernière question, quelles sont les personnes qui sont éligibles aujourd'hui au test de dépistage de Covid-19 puisque les réactifs sont limités? Effectivement, les réactifs sont limités et les réactifs sont limités. Nous constatons que même les pays les plus développés, notamment les États-Unis, ont parfois des difficultés pour faire face aux besoins de diagnostic parce que comme il y a la psychose, vous le disiez tout à l'heure, chacun veut se faire dépister, mais la population oublie que ce n'est pas une maladie comme la drépanocytose ou comme, je ne sais pas, le diabète ou d'autres où il faut, ou le VIH, il faut connaître son statut pour une fois pour savoir si on doit vivre le reste de sa vie avec la maladie. Et donc il y a une demande accrue alors que nous ne pouvons pas faire face à tous ces besoins. Ce qui est recommandé et ce qui se fait dans bien de pays et ce que nous ferons ici, c'est de réserver le dépistage à ceux qui sont suspects de la maladie. Autrement dit, ils présentent les symptômes et il y a également un lien épidémiologique avec un cas ou alors les contacts à haut risque, ceux qui sont très très proches du malade. Si nous faisons cela, nous aurons beaucoup de chances de dépister le maximum de personnes malades. Et cela peut permettre une utilisation rationnelle des réactifs parce qu'il n'y a pas pour l'instant des tests de diagnostic rapide qui sont homologués par l'OMS. Et les méthodes de diagnostic qui sont utilisées, c'est de la biologie moléculaire. Pour un seul échantillon qui arrive au laboratoire, lorsque le technicien commence à travailler sur l'échantillon, ça lui prend 6 à 10 heures pour sortir un seul résultat. C'est pour dire que c'est extrêmement lourd et dans des conditions extrêmement contraignantes. Vous avez dû voir ces photos à travers la presse où des gens sont dans des cagoules. Honnêtement, c'est des tenues qui ne sont pas très confortables. Et donc avec ces examens-là, c'est des examens de haut niveau, mais on ne peut pas prendre systématiquement tout le monde, tous ceux qui veulent simplement connaître leur statut, parce que ce n'est même pas logique. Docteur, est-ce que vous avez un conseil à nous donner? Le conseil que j'ai à donner à la population, c'est vraiment de suivre les mesures qui sont formulées par l'OMS et par le ministère de la Santé, par toutes les autorités. Autrement dit, ce sont les gestes barrières. Il faut porter le masque là où il le faut, il faut laver régulièrement les mains, il faut faire prendre la température, dans tous les milieux publics, il faut naturellement prendre la température. Donc ce sont ces gestes-là qu'il faut observer. Et lorsque nous ne nous sentons pas bien, quand on a l'impression qu'on a un syndrome grippal, il faut consulter le médecin, allez-y dans la structure de santé la plus proche. Professeur Ablaye Touré, directeur général de l'Institut national de la santé publique, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.
Dans l'actualité encore, direction l'Abbé où la chaîne de solidarité se multiplie dans la dynamique des gestes barrières comme le lavage des mains. Un important lot de kits vient d'être offert par la préfecture. La distribution va toucher principalement les zones à risque. La prévention contre la pandémie, la sensibilisation et autres gestes humanitaires sont enregistrés partout dans le pays. La structure Action d'autonomisation et de protection pour le progrès vient d'apporter son soutien à un groupe d'albinos de la capitale. Abdou Karim Kamara, reportage. À la tête de ce groupe d'hommes, Nanyuma Faro mène le combat pour l'insertion socio-éducative des enfants albinos mendiants dans la rue. Seul objectif, pérenniser une action d'autonomisation et de protection pour le progrès de cette couche vulnérable. Grâce à l'initiative, 10 d'entre ces enfants sont déjà inscrits dans certaines écoles de Conakry. En cette période de la maladie de coronavirus, l'assistance se poursuit. Chaque enfant reçoit un sac de riz, des kits sanitaires pour le lavage des mains, plus une enveloppe symbolique. Dans le plan d'action 2020 de AAPP, nous avions prévu une activité pour hygiène, assainissement en milieu scolaire et en milieu communautaire, là où habitent nos enfants, nos cibles. Vous l'avez constaté, tout le monde est affecté par coronavirus. Nous avons dû réajuster et tirer de cela ce que nous avions prévu pour l'hygiène. Quelque part, nous sommes responsables de la santé de ces enfants. Ces enfants bénéficiaires atteints d'albinisme sont sélectionnés dans les 5 communes de la capitale. Ils sont issus des quartiers Koléa, Donka, Taouya, Dar Salam et Tanene. Pour les parents, l'espoir renaît après un moment de désespoir. Franchement, ces enfants albinos n'étaient pas scolarisés. Parce qu'il faut savoir qu'à Ratouma ici, il y a moins d'écoles publiques. Et il n'y a que des écoles privées et ces écoles privées sont payantes. Donc franchement, les parents n'ont pas de moyens de scolariser ces enfants. Ils sont dans les privés. En marge de cette distribution de kits sanitaires, un spécialiste en hygiène explique les techniques de lavage de mains. Ces familles sont aussi édifiées sur l'utilisation correcte et les méfaits de la solution chlore. Ces actions feront suite à la création d'activités génératrices de revenus en faveur de ces familles. Cela va consister à la mise en leur disposition de l'argent à fructifier afin de faire face aux besoins quotidiens de ces enfants albinos. La fondation Hamadou Dieng s'engage dans le combat contre la pandémie. Elle distribue des kits sanitaires et autres produits hygiéniques dans plusieurs quartiers de la banlieue de Conakry. Objectif, contribuer à maîtriser l'évolution de la maladie. Fatoumatou Batouli Diallo, Algassimba, reportage. L'humanité est confrontée à une pandémie posant des défis médicaux, économiques, éducatifs et sociaux. Pour le moment, la prévention reste la principale arme pour freiner la propagation du coronavirus en Guinée. Le combat contre le Covid-19 est certes piloté par les autorités, mais il doit être porté par toutes les composantes sociales, notamment les chauffeurs, les paysans, les marchands, le secteur formel et informel. Il faut sensibiliser, je crois que la sensibilisation n'est pas au point, parce que dans les marchés, les gens se comportent n'importe comment. Vous avez des pains, vous avez des trucs, à même le sol, on pose un pagne, on met des gâteaux, on met des trucs et les gens viennent acheter. Je crois qu'il vaut mieux se protéger soi-même d'abord, ensuite protéger les autres. Les bénéficiaires de ces produits hygiéniques comptent inciter la population de Mania à appliquer le bon protocole de lavage des mains en se battant contre cette maladie extrêmement contagieuse qui n'a pas pour le moment de traitement adéquat. Si réellement la population est sensibilisée à la base et que la population est aguerrie sur les modes de contamination et les modes de prévention du Covid-19 avec le matériel en main, du coup la sensibilisation sera très efficace. Nous sommes allés vers toutes les unités industrielles, les universités privées qui évoluent dans notre commune. Mais pour la première réaction, elle vient de Adjeng, donc c'est le moment de la remercier. Et demander donc à la population également d'observer les mesures barrières contre cette maladie, le Covid-19, puisque ça fait des ravages. Les quartiers de Antafassa et Sangoya ont aussi bénéficié du don.
Pour vaincre le virus dans leur zone, ces responsables s'engagent désormais dans la bataille et promettent de respecter et à faire respecter les mesures barrières afin de combattre ensemble la maladie. Comment il faut barrer cette maladie au niveau de la société? Savoir laver les mains, la distanciation entre les citoyens, et s'il est question d'éternuer ou de tousser, le faire dans le bras de la main, et aussi prendre toujours les masques. Pour cette responsable d'institutions privées, les voix qui font écho auprès des populations, notamment les responsables religieux, les artistes, les associations de jeunes, les mouvements citoyens doivent jouer leur partition. Cela en véhiculant de vraies informations concernant les gestes barrières qui pourront sauver de vies. Dans le même registre, la Fondation Alpha Condé pour la paix et le développement durable vient d'offrir un lot de kits sanitaires aux populations de Kenya dans la commune de Dixie. Les bénéficiaires expriment leur gratitude aux donateurs. Bakary Bamba Kondi, reportage. La Fondation Professeur Alpha Condé pour la paix et le développement durable FONPAC continue son offensive contre le coronavirus. Après le quartier Tombolia et la RTG, c'est au tour du quartier kenyan dans la commune de Dixine de bénéficier des dons de kits de lavage de mains. Ce geste vise à prévenir le Covid-19 en pratiquant les consignes données par les professionnels de la santé. On continuera toujours à agir dans ce sens. Et la première recommandation qui est le respect des mesures barrières, c'est ce qu'on est en train de faire. Et en même temps sensibiliser les populations à la base, n'est-ce pas, du danger que le pays, n'est-ce pas, en cours face à cette pandémie. Personne ne nous finance pour le moment. Nous visons l'appui, n'est-ce pas, des projets de développement du professeur Alpha Condé. Le choix du quartier kenyan n'est pas fortuit selon les donateurs. Il s'explique par la forte densité de la population dans cette localité, ce qui pourrait favoriser la propagation du virus. Les autorités des Kenyans se disent touchées par cet acte humanitaire. Ces kits sont les bienvenus. Je suis vraiment satisfait du don. Ce quartier est un grand quartier, mais qui ne bénéficie pas souvent de ces dons. Le coronavirus a de nos jours endeuillé plusieurs familles à travers le monde. Pour la Fondation Professeur Alpha Condé pour la paix et le développement durable, lutter contre le Covid-19 doit être l'affaire de tous les Guinéens. Le nombre de femmes à l'Assemblée nationale va-t-il baisser comparativement à l'ancienne législature qui disposait de 26 femmes députées, alors que la nouvelle va comporter pour ce départ 16 femmes, selon la constitution des listes de candidature. Makeme Dozo fait le point. La parité à l'Assemblée nationale n'est toujours pas gagnée en Guinée. Le nombre de femmes députées est réduit à la baisse. Les élections législatives du 28 septembre 2013, par exemple, 24 femmes siégeaient à l'hémicycle dès la rentrée parlementaire. Et au cours des législatures, le nombre est passé à 26 sur 114. Après les résultats provisoires des législatives du 22 mars dernier, les femmes seront encore moins représentées. Si le RPG a progressé en termes de représentativité de femmes, mais les autres partis, ce n'est pas évident. Alors, on est un peu handicapé. On risque d'être en deçà des attentes. Bon, parce que la loi sur la parité n'est pas entrée en vigueur jusqu'ici. Il faut un long processus quand même, mais nous allons nous y atteler. Au sein de l'opposition, l'Union démocratique de Guinée, UDG de Mamadou Sylla, qui a plus de sièges, n'a aucune femme en place d'éligibilité. Contrairement au mouvement populaire démocratique de Guinée, MPDG de Siakabari. La liste qu'on a constituée, c'est parti de là. Bien sûr, il y a des femmes là-dedans, mais malheureusement, il n'y a pas une femme qui a eu la chance chez nous pour passer. Je crois qu'ils sont un peu... Peut-être il doit être 5e ou 6e. Chez nous déjà c'est largement respecté parce que le MPDG, le Mouvement populaire démocratique de Guinée,
s'en est sorti au cours de cette élection avec 3 députés. Et sur les 3 députés, vous avez une femme, ce qui est déjà à saluer, ce qui est déjà un ratio honorable pour les femmes. Et nous pensons aussi que la représentativité des femmes dépend aussi de leur combativité, de leur persévérance dans le combat patriotique. Sur les 30 candidatures de la liste nationale et les 15 d'uninominale, une seule femme a osé se présenter avec son propre parti. PGPD, Parti guinéen pour le progrès et le développement de Bintou Touré, a un siège, une première dans les compétitions législatives en Guinée. Le défi, c'est au niveau des femmes. Il faut qu'elles acceptent de se former, il faut qu'elles acceptent d'avoir de l'audace. Il faut que les partenaires des femmes, c'est-à-dire les maris, comprennent qu'ils doivent se démerder à les booster, à les accompagner pour qu'elles puissent faire partir des instances de prise de décision. Parce qu'on a beau dire, on a beau faire la promotion de la femme, si elles-mêmes elles ne s'y mettent pas, ça continuera à rester un problème. Bien que les femmes occupent 52% de la population, elles restent cependant moins représentées au niveau des instances de prise de décision. La future Assemblée nationale va comporter seulement 16 députés sur 114. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Au cours, soyez dans le monde. À bientôt.